Alors avec cette intervention, ce que je voudrais effectivement faire, c'est vous soumettre quelques pistes d'analyse des enjeux qui sont liés à la documentation des œuvres dans la gestion des collections, enjeux auxquels j'ai pu être sensibilisée à travers une étude des pratiques de la conservation des collections contemporaines du Musée national d'art moderne, donc au Centre Pompidou. Et plus particulièrement, je voudrais porter mon attention sur un élément central de cette documentation, à savoir le dossier d'œuvre, qui m'est apparu comme une pièce maîtresse de la gestion des collections et du coup probablement comme un point de cristallisation d'un certain nombre d'enjeux que je voudrais essayer de déplier un petit peu ici. Alors, pour introduire ce dont il s'agit, le dossier d'œuvre, avant d'y revenir évidemment de manière plus détaillée, donc un dossier d'œuvre, c'est une unité documentaire qui est constituée dès l'entrée des œuvres dans les collections du musée, donc en complément de leur inscription à l'inventaire. Alors, au Musée national d'art moderne, donc au MNAM, il s'agit d'un dossier papier qui est composé de manière standardisée de plusieurs sections et sous-sections dans lesquelles sont versées au fur et à mesure toutes les informations et tous les documents qui ont trait à la vie de l'œuvre dans l'institution. Donc d'abord, on a ici un exemple de page de couverture d'un dossier, donc toujours avec un visuel qui est évidemment essentiel pour identifier le dossier dans la masse des dossiers disponibles. Et ensuite, différentes sections. Donc d'abord, on a une notice d'œuvre, qui n'est pas représentée ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc une notice d'œuvre au format classique, avec les informations standards, auteur, titre, date de création, date et lieu de création, matériaux et dimensions. Ensuite, on a souvent un volet dit historique, qui lui va rapporter les circonstances de création de la pièce, un volet bibliographie qui recense toutes les mentions de l'œuvre dans des publications, catalogues et publications scientifiques. Il y a également un volet analogie qui peut faire état de pièces comparables selon tel ou tel aspect. Il y a également un volet exposition qui liste tous les contextes dans lesquels l'œuvre a été montrée. Et enfin, la partie dite confidentielle du dossier, qui est donc cette section sous-dossier rouge, sur lequel je reviendrai un peu plus en détail. Mais pour l'introduire rapidement, cette section confidentielle, dedans, on trouve des informations hétérogènes, parmi lesquelles tout ce qui a trait à l'acquisition de l'œuvre. On peut aussi y consulter certains des constats de restauration ou d'autres éléments liés aux opérations de restauration sur l'œuvre. On peut aussi y lire la correspondance qui est relative à l'œuvre, que ce soit les échanges avec l'artiste et ses ayants droit, ou aussi les échanges internes à l'institution à propos de l'œuvre. On y trouve des notes diverses, etc. Donc c'est une section qui en général est un petit peu plus hétérogène que les précédentes, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. En tout cas, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que le dossier d'œuvre, il rassemble et, ce faisant, il organise aussi une diversité d'éléments qui sont collectés en fait auprès des différents services qui gèrent l'œuvre dans l'institution et qui sont centralisés ensuite au service de la documentation. Donc, ils sont une source d'informations majeure sur l'œuvre, et c'est à ce titre qu'ils sont le plus souvent consultés en interne comme en externe par des conservateurs d'autres institutions en vue de près, par exemple, ou par des historiens d'art. Mais ces dossiers peuvent être aussi lus d'une manière un petit peu différente. Ils peuvent être lus comme une sorte de portrait de l'œuvre en action dans l'institution, ou encore comme le compte-rendu du caractère intrinsèquement collectif et distribué du mode d'existence institutionnel des œuvres. En d'autres termes, on peut en avoir une lecture qui portera moins sur leur contenu informationnel, donc ce qu'ils nous disent des œuvres, que sur la façon dont ce contenu est produit et mis en forme, et du coup sur ses usages possibles. Donc c'est une lecture qui serait alors moins informationnelle que pragmatique. Et c'est précisément à ce titre que ces dossiers m'intéressent, donc pour ce qu'ils révèlent des rapports aux œuvres et de leur fonctionnement ou de leur mode d'existence dans l'institution muséale. Donc ce que je propose de faire ici, c'est de mettre en œuvre cette lecture pragmatique, et en faisant ça, en fait, j'ai trois objectifs en tête. D'abord, je voudrais soumettre à la discussion cette approche particulière qui m'est soufflée par certains courants de recherche en sociologie, en particulier l'ethnométhodologie, comme Yann l'a rappelé. Donc j'exposerai simplement rapidement les principaux postulats de cette démarche. Ensuite, par rapport au projet scientifique du colloque qui nous réunit ici, et plus largement du programme Ripley,
Je voudrais examiner en quoi le fait de faire et de refaire continuellement les dossiers, selon des modalités que je vais détailler, est lié au fait qu'on fait et refait continuellement les œuvres dans l'institution. Donc je vais évidemment développer, mais mon objectif, ça sera de mettre en perspective ou de rendre symétrique, disons, le caractère processuel et ouvert de ces dossiers avec le caractère processuel et ouvert, non figé, des œuvres dans l'institution. Et je prendrai pour ça plus particulièrement l'exemple des manuels de montage des installations. Enfin, aborder les dossiers d'œuvres ici même aux archives, ça offre un contexte particulièrement privilégié pour réexaminer la partition entre documentation et archives, qui n'est pas sans tension évidemment, et que je voudrais remettre un peu en perspective à partir donc d'une description des pratiques et des usages situés de ces dossiers. Et je me focaliserai pour ça un peu sur la section confidentielle. Alors, pour commencer, donc, je voudrais simplement dire quelques mots sur l'approche que je mobilise et que j'emprunte plus particulièrement au sociologue de l'art, pas du tout de l'art justement, au sociologue américain Harold Garfinkel, qui est le fondateur donc, de ce courant dans lequel je travaille, qui s'appelle l'ethnométhodologie. Alors très rapidement, dans son ouvrage de 67, qui s'appelle « Les recherches en ethnométhodologie », on trouve un chapitre qui s'appelle « De bonnes raisons organisationnelles pour de mauvais dossiers cliniques ». Alors, dans quel contexte ce chapitre a-t-il été écrit et de quoi parle-t-il ? En fait, Garfinkel y évoque une étude qu'il faisait à l'époque sur la gestion des patients dans une clinique psychiatrique. Et en fait, il s'intéressait plus particulièrement à la façon dont certains patients sont sélectionnés pour se voir attribuer tel ou tel type de traitement. Donc, pour comprendre en fait, ces critères de sélection et leur attribution, Garfinkel a évidemment pensé qu'une des principales sources d'information, c'était les dossiers de patients. Or, ce qui lui est apparu, c'est qu'à la lecture de ces dossiers, en fait, ces dossiers fournissaient finalement assez peu d'informations pour répondre à cette question. C'est-à-dire qu'il a découvert en les consultant que ces dossiers étaient le plus souvent incomplets, partiels, elliptiques, contenaient beaucoup d'informations très implicites et qui donc ils étaient assez difficiles à utiliser. Et ce constat l'a conduit du coup à formuler l'hypothèse suivante, à savoir que la consultation de ces dossiers doit être rapportée à la compréhension des routines organisationnelles de la clinique pour lesquelles et par lesquelles ces dossiers sont produits. D'où cette idée qu'il y a de bonnes raisons organisationnelles pour de mauvais dossiers cliniques. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas une démarche corrective qui viserait à proposer des manières de faire des bons dossiers, mais c'est plutôt une invitation à considérer ces mauvais dossiers du point de vue du chercheur extérieur comme une propriété interne, une propriété naturelle du phénomène qui est étudié. Donc, la réflexion de Garfinkel, en fait, elle touche ici à des enjeux méthodologiques qui sont importants en sociologie, à savoir le statut et les usages qu'on peut avoir des données produites par auto-enregistrement, c'est son terme, c'est-à-dire des matériaux qui existent indépendamment de l'enquête du chercheur, des matériaux qui ne sont pas produits en réponse à des questions que formulerait le chercheur, mais qui sont des documents de travail en usage pour les professionnels étudiés. Alors, j'imagine que ce n'est pas une question nouvelle ici pour des gens qui travaillent sur les archives, évidemment, mais en sociologie, ce n'est pas forcément évident ou partagé. En tout cas, avec ce mode de lecture, les défauts des dossiers apparaissent sous un nouveau jour, c'est-à-dire que tout ce qui est omission, lacunes et informations manquantes, ça n'est du coup pas à comprendre par rapport à une description exhaustive qui est de toute façon un vœu pieux, ça n'existe pas, ça n'a aucune finalité, mais c'est plutôt à comprendre comme la manifestation d'une sélection par le producteur du dossier des informations pertinentes dans tel ou tel contexte qu'il faut donc s'efforcer de restituer. De la même façon, les répétitions dans un dossier, elles n'ont pas la même signification selon les différents modes de lecture qu'on peut avoir. Il faut déterminer en fait si une chose qui est dite 2 fois, elle est effectivement répétée, ou si la seconde fois, par exemple, c'est une confirmation de la première. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc ce mode de lecture, il invite à toujours rapporter le contenu du document aux circonstances dans lesquelles il a été produit et dans lesquelles il est destiné à être lu. Donc, je ne développe pas davantage, mais en gros, je retiens 2 éléments de cette analyse des dossiers de patients pour l'analyse des dossiers d'œuvre, en m'abstenant de toute analogie entre les deux types de dossiers. D'abord, il y a la mise en visibilité du fait que ces dossiers sont des productions collectives qui fonctionnent comme un outil de médiation entre les différents membres du personnel qui en sont à la fois les producteurs et les destinataires.
Et ensuite, c'est la mise en lumière de la temporalité particulière de ces dossiers qu'on consulte toujours de manière rétrospective, mais qui sont à la fois le compte-rendu d'une situation présente, donc dans toute sa partialité, dans toute sa sélectivité, et qui sont orientés vers des situations à venir et vers des lecteurs qui sont également à venir et qui sont intégrés, projetés dans la structuration et la rédaction même des informations qui y sont mentionnées. Et ces deux aspects qui me semblent vraiment essentiels en fait, pour comprendre le fonctionnement des dossiers d'œuvres et pour comprendre ce qui du coup peut apparaître comme des défauts, donc au sens évoqué précédemment, dans leur organisation formelle et dans leur modalité de circulation. Alors, j'en viens au deuxième temps de mon propos, donc, qui porte... dans lequel je voudrais revenir en fait, sur quelques-unes des propriétés matérielles de ces dossiers, à commencer par leur épaisseur. Et c'est là en fait une des propriétés caractéristiques des dossiers d'œuvres de la section contemporaine des collections du musée, pour des raisons que je voudrais essayer de creuser un petit peu. En fait, un des bouleversements principaux qui a été opéré par l'art contemporain, indépendamment de tout type de paradigme qu'on chercherait à dégager, ça consiste en fait en l'épaississement de ces dossiers et notamment de leur dernière section, donc la section confidentielle. En effet, plus les œuvres sont complexes, au sens où une installation, un assemblage, une œuvre in situ sont plus complexes qu'un tableau ou une sculpture qui existe de façon monolithique et plus stable. Donc plus les œuvres sont complexes, plus elles vont nécessiter une documentation détaillée en fait, qui fait état de toutes les décisions, de toutes les négociations qui ont lieu pour savoir ce qu'on doit faire avec elles quand elles doivent être montrées, prêtées, rangées, restaurées, etc. Mais ce que j'ai constaté, en fait, c'est que si les dossiers sont épais, et certains le sont vraiment beaucoup, c'est pas uniquement parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans, hein, mais c'est parce que beaucoup de ces informations sont répétées, ou parce qu'elles semblent l'être, hein, ce qui mérite, à mon avis, d'être examiné un peu plus en détail. Alors, par exemple, aujourd'hui, depuis un certain temps maintenant, mais beaucoup d'œuvres sont conservées en pièces détachées. C'est le cas des installations, de tous les assemblages, qu'on ne conserve pas qu'on ne conserve pas montés dans les réserves, mais qu'on démonte pour pouvoir les remonter quand ils sont exposés. Et du coup, ce type d'œuvre a fait émerger un nouveau type de documentation qui est le manuel de montage. Alors, ces manuels de montage, ils sont parfois fournis par les artistes. De plus en plus, on demande aux artistes de fournir le manuel de montage de leur œuvre, mais bon, ils le font plus ou moins. Parfois, ils ne sont pas produits par les artistes, et donc dans ce cas, ils sont produits a posteriori, disons, par les personnes qui ont la responsabilité de l'œuvre et qui se confrontent, de fait, en pratique, à leur montage. Il y aurait une très jolie étude stylistique des manuels de montage à faire, parce qu'il y en a des variations vraiment infinies entre des notes qui sont rédigées à la main sur une serviette en papier et des dossiers vraiment structurés comme un manuel Ikea qui sont livrés avec l'œuvre. Hein. Il y a vraiment toute une diversité. Il y en a certains qui sont très épais, d'autres très courts. Enfin, il y a tout un registre qui est intéressant à regarder. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je pense, c'est que quoi qu'il arrive, quel que soit le manuel de montage dont on dispose au départ, les problèmes qu'on va rencontrer pendant le montage d'une œuvre sont toujours les mêmes, à savoir que ça ne se passe jamais comme ça doit se passer. C'est-à-dire que exactement de la même façon que quand on monte une chaise en kit, ça ne se passe pas, on n'arrive jamais à suivre de manière parfaite les instructions qui sont données. On a exactement les mêmes problèmes avec les montages d'œuvres, d'autant plus quand elles sont complexes, énormes, volumineuses, composées d'une diversité d'éléments, etc. Et Garfinkel lui-même, d'ailleurs, avait étudié la question des instructions, de la relation entre les instructions écrites et l'action instruite et l'objet instruit qui en résulte, hein, en travaillant justement sur le montage des chaises, en rapportant des anecdotes sur la façon dont il les montait avec sa femme et toutes les situations que ça pouvait occasionner à la maison. Bon. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'à chaque nouvelle présentation de l'œuvre, en fait, le manuel de montage, il est susceptible de faire l'objet d'une révision. Alors d'abord manuellement, en situation, avec donc, voilà, des annotations qui sont prises, qui sont réalisées pendant le montage, et ces annotations, elles sont ensuite reportées dans une nouvelle version du document, qui est du coup datée, imprimée, et qui vient comme ça gagner le sommet de la pile concerné dans le dossier de l'œuvre. Et donc, ce qui m'intéresse avec ces documents, en fait, c'est qu'ils se présentent jamais seuls. C'est-à-dire qu'on a rarement, ou alors si l'œuvre a été montrée une seule fois, mais à partir du moment où elle est montrée deux fois, on a deux versions du document et ainsi de suite.
Et donc, il ne se présente jamais seul, mais on en trouve toujours plusieurs versions qui attestent en fait de la recherche d'une meilleure formulation des instructions, meilleure formulation pour avoir un meilleur montage et donc une meilleure présentation de l'œuvre. Donc, ces manuels d'instruction qui sont constamment révisés ou qui doivent être toujours disponibles pour une révision, en fait, ils rendent compte du fait que, des problèmes d'abord qui ne manquent pas de se poser quand on remonte une œuvre, de la façon dont ces problèmes sont résolus en situation par les personnes présentes, et surtout, ils attestent de la nécessité de partager ces informations pour s'assurer du bon fonctionnement de l'œuvre, par-delà les connaissances singulières des personnes présentes. C'est le principe des œuvres dans les collections patrimoniales, elles survivent aux personnes qui s'en occupent, et c'est important, bien sûr, que ça puisse être le cas. Donc ces documents, ils ont vocation à rester ouverts de ce point de vue, et je pense que là, on a une bonne homologie, disons, entre le caractère processuel de ces documents et le caractère processuel des œuvres qu'ils documentent, ou de certaines d'entre elles, du moins. C'est-à-dire que quand on modifie le document, on modifie la façon de faire, et on modifie de manière plus ou moins légère l'œuvre, et ainsi de suite. Voilà, c'est une espèce de boucle qui est intéressant de regarder. Alors, ces manuels, justement, on les retrouve en général dans la section dite confidentielle du dossier. Donc, ça me fournit la transition vers le dernier point que je voulais aborder. Donc, cette dernière section, comme je l'ai dit, elle rassemble des informations qui sont hétérogènes, qui ont trait donc, à l'acquisition, à la restauration, à la correspondance, au montage des œuvres, etc. Alors, indépendamment du débat sur la transparence des pratiques d'acquisition, qui tend en général à polariser les échanges quand on aborde la section confidentielle du dossier, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en fait, comment est administrée cette catégorie de la confidentialité et comment elle en vient en fait, à qualifier des informations aussi hétérogènes que la restauration, les manuels de montage, le rapport des incidents survenus aux œuvres, la correspondance interne, etc. Donc je voudrais essayer de livrer quelques pistes d'analyse de cette section et de son administration pratique. Alors d'abord, en fait, regardez comment fonctionne la section confidentielle. C'est compliqué d'en parler sans pouvoir en dire grand-chose, du coup, de manière, par principe. Mais donc je vous demande de me croire sur parole par rapport à ce que j'ai pu lire dedans. Mais je pense que cette section, ça invite d'abord à s'interroger en fait, sur la validité d'un ensemble de distinctions qui sont faites dans la structuration même des dossiers entre les aspects historiques, techniques, scientifiques des œuvres, par exemple, autant d'aspects qu'on retrouve dans les différentes sous-sections du dossier que j'évoquais tout à l'heure. En fait, beaucoup d'informations sont présentes dans la section confidentielle parce qu'elles relèvent de ces différents aspects simultanément. C'est-à-dire qu'en pratique, dans la manière qu'ont les membres de l'institution d'aborder les œuvres, en fait, ces distinctions n'ont pas forcément de pertinence parce qu'elles sont liées, ces différents aspects des œuvres sont liés dans leur travail sur les œuvres. Donc, par exemple, il arrive très souvent qu'on puisse lire dans la section confidentielle des conversations mail entre les membres de l'institution qui sont imprimées et qui sont en fait surlignées plusieurs fois, chacune dans une couleur différente, pour indiquer la pertinence thématique de tel ou tel, pour indiquer qu'elle parle de tel ou tel aspect de l'œuvre. Donc vous pouvez avoir comme ça une même conversation qui est imprimée plusieurs fois, mais parce qu'elle fait référence à différents thèmes. Et ce qui est important aussi de comprendre, je pense, c'est que beaucoup d'informations sont classées dans cette section temporairement, en attendant d'être redistribuées dans les autres sections correspondantes. Et cette structuration, elle est liée en partie au fait que les dossiers sont administrés en flux tendu, en l'occurrence par une seule personne pour la section contemporaine, et que voilà. Il y a un temps nécessaire en fait, pour ensuite revenir dans les dossiers, faire le tri et redistribuer les différents éléments dans les sections concernées. Donc du coup, la section confidentielle, il faut aussi la comprendre comme une espèce de zone de transit temporaire, même si parfois ça dure bien sûr plus longtemps qu'on ne le souhaiterait ou que cela devrait durer. Ensuite, il y a un deuxième aspect que je trouve intéressant avec cette section-là, c'est que ça invite à réfléchir, et c'est lié évidemment, c'est que ça invite à réfléchir aux distinctions qu'on peut faire entre public et privé, ou entre ouvert et fermé. La section confidentielle, par nature, disons, elle est à comprendre en fait en regard de ce qui encadre les modalités de transition d'une archive dite courante, donc ouverte, tel que le dossier d'œuvre, qui est évolutif, qui est à usage essentiellement privé et interne à l'institution qui est propriétaire de l'œuvre. Transition donc d'une archive courante à une archive fermée qui, elle, est caractérisée par la complétude et qui est publique et donc
doit être public et communicable pour des consultations. Et cette transition, bon, elle est réglée en partie par des délais de communication différenciés selon la nature des informations, mais je ne vous apprends rien ici. Mais en pratique, effectivement, il semble y avoir une extension de ce qui relève du courant ou de l'ouvert, qui est d'autant plus frappante, bien sûr, avec les œuvres ouvertes que j'évoquais précédemment, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc, du coup, il y a une administration pratique de cette ouverture, disons, ou du caractère courant de cette section, qui est liée aussi au fonctionnement des œuvres dans l'institution. Et précisément sur ce point, mon hypothèse, c'est que, en fait, c'est en partie avec l'administration de cette catégorie que se joue aussi la conception des œuvres que cherche à défendre, d'une manière qui n'est d'ailleurs pas toujours explicitée, l'institution. En fait, avec cette espèce de confidentialité de la conservation, puisque c'est ça dont il est question essentiellement dans cette section, c'est comme une manière qu'a l'institution de préserver ce mythe que l'œuvre existe de manière pérenne, autonome, indépendamment de toutes les opérations qu'on effectue sur elle, mais qui sont pourtant nécessaires pour qu'elle puisse exister et fonctionner comme telle. Alors, aujourd'hui, c'est des questions qui se posent avec beaucoup d'actualité, puisque la documentation muséale se transforme, elle est vouée à se transformer, notamment du fait de la numérisation et du développement des bases de données, et de manière plus générale, à une époque où la question de l'accessibilité des données est un débat important et qui excède largement la sphère du monde la sphère muséale. Mais en tout cas, je pense que il y a cette réflexion sur les enjeux pratiques de l'administration de la confidentialité dans la gestion quotidienne de l'information sur les œuvres, c'est cet aspect-là qui semble vraiment s'imposer. C'est une réflexion qui semble importante de mener aujourd'hui, mais en ayant connaissance de la façon dont les choses se passent dans les institutions, pour aussi savoir comment faire pour transformer les choses éventuellement. Pour conclure en deux mots, voilà, donc ces quelques-unes des pistes couvrent à mes yeux cette lecture donc pragmatique ou praxéologique, disons, des dossiers d'œuvres, en tout cas qui sont pour moi un matériau extrêmement riche. C'est vraiment une mine pour étudier le fonctionnement des œuvres dans l'institution et les pratiques de conservation plus largement. Alors cette démarche, j'y insiste, elle est en aucun cas critique ou corrective, mais elle vise au contraire à enrichir la compréhension qu'on peut avoir de ces documents en les rapportant aux circonstances de leur production et de leur usage. Et c'est le sens de la citation que j'ai rappelée ici, donc de Garfinkel, qui, comme vous l'avez compris, est un de mes principaux maîtres à penser, mais c'est tout l'enjeu de cette démarche, c'est de trouver les questions auxquelles les archives, ou en tout cas là ici la documentation, peuvent répondre. Toute la démarche, c'est ça, c'est d'essayer de trouver les bonnes questions auxquelles ces documents-là peuvent nous apporter des réponses. Voilà, je vous remercie.